Deuxième partie sur les écoulements atmosphériques, où à partir de l'équation de l'équilibre géostrophique, on va discuter de la structure des écoulements dans un anticyclone et une dépression. Dans la séquence précédente, on avait modélisé l'écoulement atmosphérique avec des hypothèses particulières. On avait choisi le cas d'un écoulement stationnaire et d'un écoulement dominé par la force d'inertie de Coriolis plutôt que par le terme de convection. Et on avait montré alors qu'avec ces hypothèses-là, dans une projection dans un plan horizontal, donc l'équation du mouvement se limitait à l'équation qui apparaît ici. Ah. Donc voilà, je vais surligner l'équation en question. Voilà, et qui caractérise l'équilibre géostrophique. On avait déduit donc le champ de vitesse qui apparaît ici, donc qui correspond à ce qu'on appelle un vent géostrophique. La première chose à laquelle on peut s'intéresser pour ces vents géostrophiques, c'est l'orientation des lignes de courant. Alors la définition d'une ligne de courant, c'est une courbe qui à chaque instant est tangente au vecteur vitesse. Autrement dit, le vecteur déplacement élémentaire dl sur cette courbe-là est tangent au vecteur vitesse, ce qui peut se traduire mathématiquement par v1 vectoriel dl égale à 0. Donc si on calcule ce produit vectoriel, on va avoir finalement, plutôt que v1 vectoriel dl, on va avoir ici ez vectoriel gradient horizontal vectoriel dl. En développant la formule du double produit vectoriel, on va trouver dl, qui est un vecteur déplacement horizontal, scalaire gradient, qui va faire apparaître ici dp1, donc la variation de la pression en suivant cette ligne de courant. Et comme V1 vectoriel dl égale à 0, on conclut que dp1 égale à 0, autrement dit, la pression ne varie pas quand on suit une ligne de courant, et donc on peut en conclure le résultat suivant. Les lignes de courant, dans le cas de l'équilibre géostrophique, sont confondues avec les lignes isobares. Alors on avait énoncé aussi dans la séquence précédente la règle de Buys-Ballot qui permet de connaître l'orientation du vent géostrophique. Donc, vu l'expression mathématique qui est écrite ici, on peut écrire que la verticale FEZ, le gradient horizontal de pression et le vent géostrophique forment tous les trois dans cet ordre un trièdre direct. Et c'est ce qu'on va utiliser pour distinguer les anticyclones des dépressions. Alors, il faut quand même faire attention, comme je l'avais mentionné, au fait que pour FEZ, F c'est le paramètre de Coriolis, donc je peux rappeler rapidement son expression ici, F c'est 2 oméga sinus lambda. Donc oméga c'est la norme du vecteur rotation de la Terre autour de l'axe d'épaule et lambda est la latitude. Donc le paramètre de Coriolis F est positif dans l'hémisphère nord et négatif dans l'hémisphère. Alors on va parler d'une première conséquence des écoulements géostrophiques sur Terre et donc finalement de l'influence de la rotation de la Terre sur les mouvements dans l'atmosphère, en considérant maintenant le chauffage moyen de la surface terrestre par le Soleil. Alors j'ai considéré ici deux points, un sur un méridien, un point A plus proche de l'équateur et un point B plus proche du pôle Nord. Alors comme le chauffage par le Soleil est plus important au point A qu'au point B, on a donc une température moyenne au sol qui est supérieure au point A à ce qu'elle vaut au point B. Et on peut se rappeler qu'on avait défini dans le cadre de l'atmosphère isotherme une échelle de hauteur de pression qui s'écrivait H égale RT0 sur mg et qui était la hauteur caractéristique avec laquelle la pression décroît avec l'altitude. Donc plus la température T0 au sol est élevée et plus cette longueur de décroissance est importante. C'est ce qu'on visualise sur le graphe qui est ici, où j'ai tracé la pression, donc rapportée à la pression au niveau de la mer, P0, que je suppose identique au point A et au point B. Donc c'est la pression moyenne. Et donc j'ai tracé l'évolution de la pression avec l'altitude Z ici, en utilisant alors non pas le modèle de l'atmosphère isotherme ici, mais le modèle de l'atmosphère standard que j'avais développé, que j'avais présenté dans la première séquence,
Mais bon, on observe un résultat qui est similaire. On voit que pour la courbe en tiré ici, qui est la pression à la verticale du point A, elle décroît de façon plus lente avec l'altitude que la pression au point B. Voilà, et donc ça c'est directement lié au fait que la température au sol en A est supérieure à la température moyenne au sol au point B. Du coup, si on se place à une altitude Z donnée, ce que j'ai représenté par la droite en pointillé vertical ici, eh bien on peut constater que à cette altitude Z, la pression au point B, donc c'est à l'endroit où se trouve le point rouge ici, est plus faible que la pression qui règne à la même altitude au point A. Et du coup, on va avoir une différence de pression entre les points B et le point A, c'est-à-dire l'existence à cette altitude Z, que j'ai considéré ici, d'un gradient horizontal de pression. Alors j'ai représenté ici le gradient horizontal de pression qui est orienté donc vers l'équateur. On aurait dans l'hémisphère sud exactement la même chose avec un gradient horizontal de pression qui serait orienté vers l'équateur. Par suite, si j'applique la règle de Buys-Ballot ici dans l'hémisphère nord, on va avoir, donc par exemple en un point entre A et B, le vecteur petit f EZ qui est suivant la verticale ascendante. Ensuite, le gradient horizontal de pression qui est dirigé vers le sud. On en déduit que l'équilibre géostrophique impose qu'il existe un vent orienté ici d'ouest en est et dont l'amplitude va être d'autant plus grande que la différence de pression qui règne au voisinage de ces latitudes-là est importante. Donc il existe en altitude des vents assez puissants orientés d'ouest en est et qu'on appelle les jet streams et qui sont responsables par exemple du fait que lorsqu'on voyage en avion des États-Unis vers l'Europe, le trajet dure moins longtemps que quand on fait le voyage en sens inverse où l'avion doit se déplacer donc face à ces vents-là. Alors ces vents-là finalement n'existent ici et ce que je raconte ici n'est valable qu'aux latitudes moyennes, ce qui nous concerne aux latitudes à laquelle on vit. Donc on peut dire que finalement une des conséquences de la rotation de la Terre ici et puis du chauffage différentiel du Soleil est l'existence de vents puissants orientés donc d'ouest en est. Cette circulation-là, on va dire que c'est une espèce de décor dans lequel vont apparaître d'autres structures. En effet, on peut montrer que cet écoulement ici n'est pas parfaitement stable et que en réponse à une instabilité, on va voir apparaître dans cet écoulement des tourbillons qui peuvent tourner dans le sens horaire ou dans le sens trigonométrique et qui vont être en moyenne emportés par cet écoulement donc depuis l'ouest vers l'est. Un premier exemple de tourbillon que j'ai choisi ici, c'est celui d'une dépression. Donc je suis allé chercher une photographie par satellite d'une dépression et on va analyser donc l'orientation des vents avec l'équation de l'équilibre géostrophique, c'est-à-dire en utilisant la règle de Buys-Ballot. Alors on commence par placer au centre de la dépression ici le vecteur f EZ, donc EZ la verticale ascendante, f le paramètre de Coriolis, positif ici dans l'hémisphère nord, puisque cette photographie a été prise dans l'hémisphère nord. Et donc on a un vecteur ici qui sort du plan de la figure. On poursuit en représentant le gradient horizontal de pression. Alors comment on a fait une dépression? La pression est plus faible au centre qu'elle ne l'est à l'extérieur, donc le vecteur gradient est orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire dans le sens des pressions croissantes. Donc on applique maintenant la règle de Buys-Ballot qui nous dit que le vecteur FEZ, le gradient horizontal de pression, et en troisième position le vecteur vitesse forment un trièdre direct, et on en déduit que le vecteur vitesse est orienté dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a ici une rotation qui se fait dans le sens trigonométrique. Voilà, donc on voit que finalement l'équation d'équilibre géostrophique impose aux dépressions de s'enrouler dans l'hémisphère nord dans le sens trigonométrique. Alors la conclusion, elle peut être inversée dans l'hémisphère sud, puisque ce qui va se produire, c'est que cette fois-ci, le vecteur FEZ rentrera dans le plan de la figure, le gradient de pression
pour une dépression est toujours orienté vers l'extérieur et il en résulte que le vecteur vitesse de l'écoulement est orienté dans le sens opposé. Donc sens trigonométrique dans l'hémisphère nord, sens horaire dans l'hémisphère sud pour les dépressions. Pour les anticyclones, les choses sont différentes. Alors, comme on ne peut pas prendre de photographie par satellite d'un anticyclone puisqu'on n'a pas de structure nuageuse similaire à celle qu'on observe dans les dépressions, je suis revenu sur le site Ventosky, j'ai pris donc des copies d'écran donc de l'anticyclone dont j'avais parlé dans la première séquence, centré ici au nord de l'Écosse, donc le 2-3 janvier 2019. Et pour regarder ce qui se passe en hémisphère sud, sur la partie droite ici, j'ai représenté donc au sud du Cap, au sud de l'Afrique du Sud, ici, l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et on va examiner le sens de rotation des vents en utilisant la règle de Buys-Ballot. Alors on commence dans l'hémisphère nord où j'ai placé ici le vecteur FEZ, le paramètre de Coriolis est positif, donc ce vecteur sort du plan de la figure. On place maintenant le gradient horizontal de pression. Alors pour un anticyclone, la pression est plus importante au centre qu'à l'extérieur. Donc le vecteur gradient ici est orienté dans le sens des pressions croissantes. Donc je l'ai dessiné ici, orienté vers le centre de l'anticyclone. On applique ensuite la règle de Buys-Ballot pour trouver l'orientation de la vitesse d'écoulement. Donc FEZ, gradient P et V en troisième position forment un trièdre direct. Et on en déduit que cette fois-ci, les vents ici s'enroulent dans le sens horaire. Donc pour un anticyclone dans l'hémisphère nord, les vents soufflent et s'enroulent dans le sens horaire. On va maintenant regarder ce qui se passe dans l'hémisphère sud en considérant l'anticyclone ici au sud du Cap. Donc c'est tout à fait similaire. Cette fois-ci, le vecteur FEZ rentre dans le plan de la figure parce que dans l'hémisphère sud, le paramètre de Coriolis F est devenu négatif. Pour un anticyclone, le gradient de pression garde la même orientation. Il est orienté des faibles pressions vers les fortes pressions. Et la règle de Buys-Ballot nous donne maintenant un sens de rotation dans le sens opposé. C'est-à-dire que pour un anticyclone ici dans l'hémisphère sud, les vents vont s'enrouler donc dans le sens trigonométrique. Alors pour cet anticyclone-là, ça a des conséquences météorologiques particulières. Parce que vous voyez qu'ici, le vent qui souffle sur le Cap en ce 2 et 3 janvier 2019 vient du sud, au-dessus de l'océan. C'est un vent froid qui souffle le long du Cap et qui après va remonter ici tout le long de la côte jusqu'à la côte namibienne. Et donc, ce qui fait que il pousse aussi les eaux dans ce sens-là et on a souvent des eaux froides ici le long de la côte namibienne. On va terminer par quelques ordres de grandeur. On peut utiliser l'équation de l'équilibre géostrophique. Donc on avait cette équation, je vais la réécrire ici pour qu'on l'ait sous les yeux. On avait V qui était égal à 1 sur mu0, la masse volumique, F, le paramètre de Coriolis, EZ, vectoriel, le gradient horizontal de pression. Voilà, donc c'était P1, c'est les champs et V1 par rapport à l'équilibre. Et on peut utiliser cette relation-là pour déterminer la vitesse en ordre de grandeur. On va avoir l'ordre de grandeur du gradient, donc delta P, donc l'écart maximum de pression qu'on va trouver entre le centre de la structure tourbillonnaire, anticyclone ou dépression, et l'extérieur. Et puis L, donc l'extension spatiale caractéristique. Et on retrouve bien sûr mu0, la masse volumique, et F, le paramètre de Coriolis. Alors, pour les deux anticyclones précédents, on avait des variations de pression de l'ordre de 20 hectopascales entre le centre de l'anticyclone et l'extérieur. Des structures qui sont de l'ordre du millier de kilomètres, donc 10 puissance 6 mètres. F, le paramètre de Coriolis aux latitudes moyennes, le même ordre de grandeur que la vitesse de rotation de la Terre, qui vaut 7,3 10-5 radians par seconde. Donc, puisque F c'est 2 oméga sinus lambda, on va prendre 10 puissance moins 4 pour F. La masse volumique de l'air, donc dans des conditions normales de température et de pression, elle vaut 1,3 kg par mètre cube. Tout ça nous donne une vitesse U de l'ordre de la quinzaine de mètres par seconde. Et donc ça correspond à des vents qui soufflent à, mettons, quelque chose comme 50 à 60 km par heure. C'est supérieur aux valeurs qu'on a vues sur les différentes
carte que j'avais extraite du site Ventsky, et on peut raisonnablement penser que l'influence de la surface de la mer ou des terres va, par frottement visqueux, va limiter la vitesse du vent. Et donc dans une séquence ultérieure, je reviendrai justement sur la prise en compte de la viscosité au voisinage de la surface pour justement quantifier l'écart qu'on peut mettre en évidence entre le vent réel et le vent géostrophique. Et donc on parlera à cette occasion-là de la spirale d'Ekman. Et enfin, il faut quand même qu'on parle du nombre de Reynolds ici. Donc qu'on peut calculer en formant le rapport du produit de la vitesse caractéristique U fois l'extension spatiale de l'écoulement sur nu, donc la viscosité cinématique de l'air. Donc pour U, on a 15 mètres par seconde, L 10 puissance 6 mètres. Pour la viscosité cinématique de l'air, on est à 10-5 mètres carrés par seconde. Donc on arrive à un nombre de Reynolds qui est élevé, qui vaut 1,5 10 puissance 12. Et donc on conclut que dans cette situation-là, on est dans un régime de turbulence. Alors, néanmoins, les calculs qu'on a fait précédemment décrivent bien l'écoulement moyen, c'est-à-dire que le champ de vitesse que j'ai considéré précédemment correspond à un champ de vitesse moyenné, et donc on ne s'est pas intéressé justement à toute la partie fluctuante du champ de vitesse qui caractérise précisément un régime turbulent. Donc voilà pour l'utilisation de la règle de l'équilibre géostrophique et la règle de Busse-Ballot pour analyser et interpréter les écoulements et les orientations des écoulements dans les anticyclones et les dépressions qu'on peut observer à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et on voit que ce qu'on peut observer sur des cartes météorologiques ou dans la réalité correspond bien à ce qui est prévu par la règle de Busse-Ballot et l'équilibre géostrophique, et qui montre que c'est bien la force de Coriolis qui détermine le sens de rotation des anticyclones, des dépressions dans les deux hémisphères. Essentiellement, on l'a vu, parce que l'extension spatiale de ces structures-là est très importante, et c'est ce qui conduit à un nombre de Rossby très petit devant 1, c'est-à-dire à un régime où la force de Coriolis domine le terme de convection. Dans une séquence suivante, donc la troisième partie, je vais vous proposer d'examiner pourquoi il ne peut pas se former de tempête en temps clair, c'est-à-dire pourquoi un anticyclone ne peut pas dégénérer en tempête, alors que les dépressions, elles, sont connues pour dégénérer éventuellement en tempête ou en cyclones tropicaux. Donc on observera ce point-là, et puis on proposera aussi une modélisation thermodynamique d'un cyclone tropical comme un moteur de Carnot.